Philippe, pour la présentation. Merci à vous tous d'être là pour venir parler d'un sujet, je dirais, qui est tellement actuel. Comment on fait pour s'adapter? Comment on fait pour s'assurer que la transformation numérique puisse inclure tout le monde? Et ça m'a fait réfléchir parce que je dis, mon Dieu, la pandémie a fait en sorte qu'on a accéléré notre transition numérique et on espère qu'on a laissé le moins de gens derrière, mais ça, on va en parler, de ce fossé qui se creuse, de ce fossé numérique-là. Mais ça m'a aussi fait réfléchir au fait que apprendre toute la vie est d'autant plus important quand on vit des grands chocs comme ceux-là. Et ça m'a fait penser à ma maman qui, au début de la pandémie, se sentait évidemment très isolée, comme nous tous, parce qu'on était tous confinés, mais elle a appris à utiliser Zoom comme une pro. Alors, on a pu faire toutes sortes de jeux, on se réunissait tous les vendredis. En fait, notre famille a été plus en contact que jamais. Et comme ça nous a permis de voir que, apprendre toute la vie, finalement, c'était possible et ça faisait les choses bien autrement. Évidemment, si on va dans le plus grand, dans le plus large, dans le sociétal, il y a des études qui nous disent qu'on doit se préoccuper parce que d'ici 15 ans, l'automatisation, l'intelligence artificielle vont grandement changer nos milieux de travail, comme la pandémie d'ailleurs l'a fait. Il y a des études de l'université Ryerson qui disent que justement, on va devoir adapter en grande partie nos façons de faire. Et donc, une autre étude du Forum économique mondial estime que 42% des compétences fondamentales qui sont nécessaires à réaliser des tâches existantes vont changer l'an prochain. Ça veut dire que c'est déjà en mutation, c'est déjà en train de changer. Et plus d'1 milliard de personnes vont devoir actualiser leurs compétences d'ici 2030. Alors, on voit qu'il n'y a pas que le monde de l'information, tous les métiers sont touchés. Alors, 4 regards aujourd'hui qui vont venir s'additionner, qui vont venir se complémenter pour échanger sur le sujet, pour nous dire si on doit s'alarmer, si on doit voir ça comme une opportunité. Alors, je vous les présente. Ève Lagacé, qui est avec nous en personne. Bonjour. Alors, Ève est bibliothécaire professionnelle. Elle est directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec depuis près de 10 ans. La BPQ est la principale organisation qui regroupe les bibliothèques publiques québécoises dans son rôle. Évidemment, c'est une association qui exerce un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. Alors, merci encore d'être là. Je pense que quelque part dans le cyberespace, il y a Sylvain Bélanger qui est avec nous. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors, Sylvain, vous êtes directeur général principal du secteur des services numériques à la Bibliothèque et Archives Canada. Dans votre rôle, Sylvain, vous êtes responsable de diriger et soutenir les services de la technologie de l'information, l'ensemble des activités numériques de BAC, et vous êtes également responsable des activités de transformation et dirigez présentement le développement de la vision 2030. Alors, merci beaucoup d'être là. Ça va être plein de compétences qui vont s'additionner. On parle des compétences qui s'additionnent. Vous allez les additionner aux compétences de nos autres invités. Aussi avec nous, Steve Jacob. Steve qui est professeur titulaire de sciences politiques à l'Université Laval. Il est titulaire de la chaire de recherche sur l'administration publique à l'ère numérique et co-dirige la fonction politique publique de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Depuis le début de sa carrière, Steve mène des recherches sur les processus de modernisation de l'administration, l'éthique publique évidemment et les dispositifs d'évaluation et de gestion de la performance au sein des secteurs publics. Alors, on comprend bien qu'on va voir avec Steve, donc toute cette transformation de notre secteur public. Puis parfois, on a certains préjugés, on verra si on est capable de faire les choses aussi rapidement, par exemple, qu'avec le secteur privé. Et parlant de secteur privé, avec nous, Olivier Laquinte, qui est président de Talsum, c'est bien comme ça qu'on le prononce, hein? Une firme conseil qui est spécialisée en transformation numérique, dont la mission est de créer un impact positif sur l'humain. Et ça, c'est le centre de notre conversation d'aujourd'hui, hein, comment on met l'humain au centre de cette transformation numérique. Alors, vous faites ça à travers l'innovation et la technologie. Vous œuvrez comme consultant, dirigeant d'entreprise et vous cumulez près de 20 années. Vous faites pas votre Un petit peu plus même. Alors, et vous publiez chaque année Radar technologique qui s'adresse aux dirigeants d'entreprises
qui cherchent à cerner le potentiel lié à la transformation numérique. C'est au cœur de notre échange d'aujourd'hui. Alors, on y va sans plus tarder. Je le disais, des chiffres qui peuvent sembler alarmants, donc des profils d'emploi qui doivent complètement se transformer. Donc, pour nous, les humains, on peut trouver que c'est stressant, on peut trouver que c'est inquiétant. Est-ce que c'est en même temps pas une opportunité, Ève? Complètement. C'est effectivement une énorme opportunité qu'on a eue. On l'a vu. Vous parliez de votre mère tout à l'heure. Ben c'est vraiment ce qu'on a vu partout au Québec durant la pandémie. Les gens se sont appropriés. Là, je parle évidemment pour le secteur des bibliothèques. Les gens se sont appropriés le numérique, ont fait un apprentissage vraiment très 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 rapide. Et là, ben faut continuer dans ce sens-là. Faut vraiment le voir comme une opportunité puis continuer à bâtir sur ce qu'on a vécu et s'adapter. Ben c'est intéressant, Olivier. Est-ce qu'il y a un risque de ressac parce qu'il y a eu une accélération? Alors, tu sais, on parle d'opportunité ou menace. Ève nous dit une opportunité, mais est-ce qu'il y a comme un risque de ressac avec le fait que justement on est allé très très vite et que là peut-être des gens ont envie de peser sur le frein? Ben, je pense qu'il y a une certaine fatigue qui s'est installée dans les organisations. On le voit. On le voit chez nos clients, on le voit dans les entreprises. Il y a beaucoup. Le bon côté, en fait, c'est que les entreprises investissent davantage en gestion de changement qu'ils le faisaient dans les dernières années, parce qu'il y a vraiment une reconnaissance de cette fatigue-là qui commence à s'installer dans une saturation, oui. un phénomène de saturation au changement. Et donc, il faut faire les choses correctement. Il faut évidemment bien doser les changements qu'on va introduire dans les organisations. Donc, oui, il y a ce risque-là si, justement, on va pas rechercher un certain équilibre parce que le changement, c'est bon, mais il faut pas que les gens perdent complètement tous leurs repères à travers les différentes transformations. Ben, c'est intéressant parce qu'à BAC, j'imagine, Sylvain, c'est un de vos défis de venir équilibrer et faut accélérer, mais lentement. Est-ce que vous diriez ça comme ça? Donc, accélérer le changement, mais pas trop vite? Faut accélérer le changement, mais le changement, faut que les employés viennent avec le changement. Alors, ils doivent être préparés pour ce changement-là. Donc, il doit y avoir beaucoup d'efforts de fait pour l'engagement, la sensibilisation avec les employés sur l'impact du changement sur leur rôle, leur domaine, leurs activités, puis s'assurer que ça fait partie au jour le jour. C'est pas une activité séparée, le changement ou l'apprentissage sur le changement pour les employés, mais qui comprennent comment eux ils ont un rôle à jouer dans l'ensemble complet de l'organisation sur ces différentes activités-là qui prennent place. Ben ça évidemment donc intégrer l'humain dans le changement. Steve Jacob, quand on regarde le secteur public, c'est un nombre important d'humains qui voient beaucoup de leurs tâches être modifiées, être transformées dans un contexte qui est aussi très normé. Alors comment on voit cette transformation là? Quand on regarde la transformation numérique dans le secteur public, c'est une combinaison de trois facteurs. Il y a le facteur technologique, technique dont on parle avec l'introduction de ces nouveaux outils dans les milieux de travail. Il y a le facteur humain qui a été mentionné par rapport aux compétences des travailleurs. Mais il y a aussi un élément qu'on oublie souvent qui est toute la question de la réforme des organisations et des structures. Donc c'est vraiment, il y a trois niveaux dans la fusée pour qu'elle puisse bien décoller. Et donc, le changement, il passe par l'expertise nécessaire qui va nécessiter un apprentissage des employés. On observe qu'il y a des emplois qui vont se transformer. On va devoir revoir dans la fonction publique des exigences d'emploi pour des futurs recrutements. On va devoir investir actuellement dans la formation du personnel en place pour qu'il puisse accomplir ces tâches. Et donc, ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'on parle de la nouvelle littératie du XXe siècle en parlant de la pensée informatique. Et par rapport au constat un peu noir qui était brossé en introduction par Marie, mais quand je fais des recherches dans le domaine du secteur public québécois avec l'introduction de l'intelligence artificielle, je suis moins pessimiste que les scénarios que l'on observe souvent, parce que ce que je vois, c'est que les employés sont en mesure de s'approprier les outils. Ça passe par des essais-erreurs, là on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a toute une potentialité de l'IA et de la transformation numérique qui est actuellement en train de faire sa place.
dans les organisations publiques, mais je dirais c'est pas dans toutes les organisations publiques. Certaines vont être plus à même d'entreprendre ce virage qui est amorcé. Ben c'est intéressant. Vous nous dites que vous êtes optimiste et tout ça. Moi aussi, je suis relativement optimiste. C'est juste que parfois, on observe une certaine inertie au changement dans nos organisations. Et une des questions que je me pose, c'est notre paradoxe en tant qu'humain. Parce que, comme consommateur, comme citoyen, on veut des services branchés, on veut que les choses aillent vite. On aime bien que Netflix nous recommande la prochaine chose à regarder. Mais ensuite de ça, dans notre travail, on n'est pas toujours prêt. Et c'est un peu normal. On est habitué de faire les choses d'une certaine façon. On n'est pas toujours prêt à venir s'adapter et à vouloir accélérer puis voir les investissements qui viennent avec la technologie. Olivier, comment on fait pour réconcilier nos deux cerveaux? Notre cerveau citoyen, consommateur et notre cerveau employé qui fait partie d'une organisation en changement? Ben, je pense que qu'on observe quand on est dans des organisations, c'est que les gens ils ont quand même soif de changement. Ce qui fait peur souvent au début des transformations, c'est la difficulté à bien expliquer c'est quoi la transformation et où est-ce qu'on s'en va. Et ça emmène énormément de stress et c'est là que on court le risque de laisser des gens derrière parce que on va avancer, mais il y en a qui vont être réfractaires au changement et à partir de ce moment-là, on va avoir les dirigeants souvent vont avoir moins de réflexes d'aller voir ces gens-là pour bien comprendre leurs besoins. Et donc, ça vient exacerber le problème. Alors que il faut, au contraire, aller voir les gens qui sont réfractaires au changement, comprendre leurs besoins, comprendre les appréhensions et ajuster son plan de transformation en fonction un petit peu d'eux. Et une autre des frustrations qu'on voit, c'est que justement, vous parliez de toute la technologie qui nous entoure. Ben oui. En fait, dans nos vies personnelles, on utilise des technologies qui sont beaucoup plus puissantes que ce qu'on a dans nos organisations. Vraiment. Et donc, il y a comme une incompréhension des gens de dire, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile que ça quand je suis à mon travail, alors que je suis capable de commander quelque chose puis de le recevoir en dedans de 24 heures, 48 heures. Et donc, c'est cette incompréhension-là de comment ça se fait que ça va si lentement dans les organisations. Et les organisations privées sont pas nécessairement meilleures que les organisations du secteur public. C'est un mythe? Non, peut-être pas toutes. Non, mais il y a une complexité inhérente à au secteur public qui est là, oui. Que certaines organisations du secteur privé n'ont pas. Mais encore là, les très grandes organisations sont tout aussi complexes que les organisations du secteur privé, du secteur public, c'est-à-dire. Donc, je dirais que c'est ça. Il y a c'est la taille, finalement. Vous nous dites que la taille peut jouer dans la complexité. Ben, c'est intéressant parce que on a d'un côté Sylvain qui représente quand même une organisation qui est assez importante. BAC, c'est assez grand. Et Ève qui, elle, représente des membres qui sont parfois très petits, avec très peu d'employés. Ève, diriez-vous, on va retourner vers vous tantôt, Sylvain, ce sera pas très long, mais Ève, diriez-vous que c'est un avantage pour les bibliothèques publiques qu'elles peuvent s'adapter plus rapidement aux changements technologiques parce que leur taille est petite? Je vous dirais pas nécessairement parce que justement, si c'est petit, il y a moins de moyens. Ah ouais. On ne sera pas, il y a définitivement moins de moyens. Donc, toutes seules, les plus petites bibliothèques ne pourraient pas. Faut vraiment se regrouper. Je pense que c'est vraiment là, dans la concertation, le regroupement, où là, on peut se permettre d'aller plus loin autant au niveau des technologies qu'on va utiliser, mais aussi au niveau de la mobilisation de l'ensemble des employés pour pouvoir les amener au niveau supérieur, pour pouvoir mieux desservir nos citoyens. C'est intéressant parce que est-ce que donc on peut penser que les solutions qui sont mises en place, par exemple, dans une plus petite bibliothèque pourraient être des solutions qu'on retrouve sur les comptoirs, là, comme on dit en anglais, off the shelf. Mais je n'ai pas dit ça, alors je n'irai avoir dit ça. Mais donc, ces solutions qui sont plus vanilles, est-ce que, parce que tu as plus d'agilité, tu n'as pas un aussi grand héritage de données, est-ce que ça peut être un avantage? Ça, c'est définitivement, ça peut être un avantage. Mais il en demeure pas moins que les moyens demeurent toujours là, c'est le nerf de la guerre. Alors Sylvain, deux questions, il y a celle de ne laisser personne derrière, Olivier y faisait référence, mais en même temps de s'assurer que dans une grande organisation, on a la souplesse nécessaire pour mettre en place des outils technologiques. Quand on sait qu'on a un héritage important de données, comment on fait pour venir, mon Dieu, s'assurer que la quadrature du cercle est possible? Oui, puis pour revenir à la première partie de la question,
En 2020, quand on a commencé notre travail sur la vision 2030, le plus gros défi pour nous était de s'assurer qu'on ne laisse personne derrière. Alors, les premiers mois, on parlait pas de vision 2030, mais plutôt de l'impact du changement qui avait lieu avec la pandémie. On a un nouvel édifice qui va se construire avec la bibliothèque de la ville d'Ottawa, et aussi on a un nouvel édifice d'entrepôt. On a beaucoup de projets, d'activités. Il y a un gros impact sur nos employés. Alors, les premiers mois du travail sur la vision 2030 n'était pas parler de vision, mais plutôt de l'impact du changement sur les employés. Et puis, on a fait plus de 30 sessions avec les employés durant les mois d'été 2020, juste pour s'assurer que les gens comprennent bien comment ils vont réagir à ce changement-là, comment ils ont réagi à date, puis comment on peut les supporter pour passer à travers ça. Alors, c'est vraiment important, comme Olivier disait, de retourner s'assurer qu'on n'oublie personne et qu'on a les discussions avec ceux qu'on peut voir qui sont un peu plus résistants, parce que souvent, c'est ceux qui vont pouvoir être un plus grand avantage quand on va aller de l'avant avec ces activités-là. C'est intéressant, Sylvain, juste parce que on parle de ne laisser personne derrière, de les mobiliser. Est-ce qu'il y a des trucs en particulier que vous avez mis en application dans cette mobilisation-là, dans cette façon d'aller chercher les gens? Oui, souvent, par le passé, on utilisait seulement une ou deux façons de communiquer avec les gens. Alors, on a ouvert les canaux de communication. C'était des sessions, les gens pouvaient se joindre à nous, des sessions formelles, informelles. On avait des moyens de communication. Eux pouvaient nous envoyer des messages, soit par courriel, ou bien s'ils voulaient nous envoyer des messages, puis être un peu plus réservés, ils pouvaient cibler vers des gens dans l'organisation pour le partager. Donc, c'est vraiment de trouver tous les moyens pour communiquer avec les gens, parce qu'il y a des gens, même dans certains groupes ou regroupements, qui vont moins participer. Alors, c'est de trouver l'environnement où on pourrait créer ce niveau de confort-là pour qu'ils partagent. On a même créé des sessions en ligne où ils pouvaient aller remplir des sondages, où ils pouvaient nous partager ces informations-là sans avoir à le faire publiquement. Donc, ils se sont sentis partie prenante, mais en même temps, on leur a donné donc cette occasion de faire sortir aussi un peu le stress, hein, parce que c'est aussi ça beaucoup. C'est la gestion des humains, la gestion du stress lié au changement. C'est dans une organisation publique, dans les grandes organisations publiques, c'est encore plus difficile de mobiliser. On a l'impression que la communication est peut-être un peu plus hiérarchique. Alors, est-ce que c'est un enjeu de plus qu'on doit regarder dans une transformation numérique au niveau de l'État? Oui, ça l'est souvent parce que, comme vous dites, on est souvent très structuré dans nos approches. Puis quand j'ai mis en place l'équipe de transition qui s'occupait de la vision 2030, l'idée c'était qu'on avait carte blanche pour communiquer avec les gens, qu'on allait utiliser des approches qui n'étaient pas aussi traditionnelles dans la fonction publique, qu'on serait très flexible, puis qu'on soit très ouvert dans nos approches de communication, que tout soit partagé. Donc tout le travail que l'équipe a fait est disponible à tous les employés de BAC à tout moment, et on l'a partagé à différents moments, de différentes façons, dans des sessions publiques et dans des communiqués avec les employés. Est-ce que, Steve, c'est quelque chose que vous observez beaucoup? Ce mode, dans le fond, c'est un changement de communication, de stratégie de communication interne pour mobiliser les équipes. C'est quelque chose qu'on peut observer comme solution de succès ou comme piste de succès? Oui, tout à fait. Par rapport au cas sur lequel j'ai fait des recherches au cours des derniers mois, ce que j'ai pu observer, c'est que dans certaines organisations, les stratégies de communication à l'égard des employés sont très différentes. J'ai observé 3 organisations. Dans une première organisation, on a développé la solution d'intelligence artificielle avec les TI, avec une firme externe, et on l'a présenté aux employés qui l'ont utilisé de mur à mur. Okay. Dans une autre organisation, on a fait un projet pilote avec quelques employés pour voir comment ça fonctionnait, comment ça pouvait se mettre en place et ajuster la solution d'intelligence artificielle aux réactions des employés. Donc, on appelait les super utilisateurs. Et dans une troisième organisation, là, il y a vraiment toute une structure autour du changement technologique qui était mise en place, avec une cellule d'innovation qui inclut un responsable des communications, un responsable des ressources humaines pour vraiment accompagner les employés, mais aussi communiquer auprès des employés ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le travail. Et donc, on voit des manières de faire qui sont très différentes dans ces 3 organisations, avec
des conséquences sur la manière dont les employés vont s'approprier les outils technologiques qui sont développés. Parce que un constat unanime dans les trois organisations, c'est que à partir du moment où on présente une solution d'intelligence artificielle aux employés, leur premier réflexe, c'est de vouloir décrédibiliser la solution. Ouais, de montrer que c'est pas vrai qu'une machine va faire mieux que ce que je fais. Et dans les trois organisations, il y a des tests de qualité qui sont faits et où on voit que la machine a un taux d'erreur qui est inférieur à l'erreur humaine. Mais dans un premier temps, c'est un peu le réflexe naturel. Puis à partir du moment où il y a une appropriation qui se fait, on voit vraiment l'intégration de la solution technologique qui est davantage appliquée. Puis comme je le disais tout à l'heure, je faisais ma recherche avec un canevas de recherche bien établi où je posais des questions sur le stress, sur la difficulté d'apprivoiser les outils. Puis je parlais avec un employé qui manifestement ça allait très bien. Donc là je me dis il faut que je change ma stratégie. Donc je pose la question de lui dire mais si demain on vous dit qu'on retire l'outil d'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous faites? Et la réponse a été je me mets à pleurer. Parce que il y a toute une série de tâches très routinières que je ne dois plus faire et je peux me concentrer sur des tâches où il y a davantage de valeur ajoutée dans ce que je suis en train de pouvoir faire. Donc, c'est pas juste un mythe parce qu'on a souvent l'impression que c'est la façon qu'on a de vendre le fait qu'on intègre des robots dans certaines professions, puis on le voit évidemment dans la profession de bibliothécaire. Quand je parlais du référencement, par exemple, sur le web, toute la médiation, là, on a l'impression que notre travail va être diminué. Mais là, ce que Steve nous dit, c'est que non, les gens finalement voient vraiment la valeur ajoutée, puis se sentent plus valorisés dans leur travail. Est-ce que vous avez observé ça, vous, Elle? On ne l'a pas observé parce que, pour être vraiment honnête, nos systèmes présentement ne permettent pas des solutions dans ce sens-là. Par contre, on tend à aller vers ça et nous, on prétend que vraiment, on va changer, on va pas changer le rôle, mais enfin, on va affirmer davantage le rôle de nos bibliothécaires et du personnel de bibliothèque en tant que passeurs. Donc, d'utiliser la technologie qui est là pour encore affirmer davantage ce qu'ils font, les aider en fait à mieux servir le citoyen. Donc, autant utiliser la technologie pour aller directement auprès du citoyen, auprès de l'usager, mais aussi d'aider nos équipes. C'est pas vrai que nos équipes peuvent connaître tous les livres et tous les contenus numériques et tous les contenus culturels qu'on peut avoir dans une bibliothèque. C'est pas vrai. Donc, pourquoi ne pas utiliser la technologie pour les aider à mieux accompagner les citoyens? Sylvain, vous le vivez, vous êtes en train de le vivre, vous êtes en train de le mettre en application. Est-ce que vous avez senti justement cette nouvelle valorisation-là dans les différentes professions à BAC, toi, tant archiviste que bibliothécaire? Oui, dans la mise en place de changements avec la transformation numérique, on a remarqué, surtout avec la modernisation, en rendant accessibles les outils et laissant les employés l'utiliser, les développer, les comprendre et comprendre comment leur rôle va changer. Ça a aidé à leur faire comprendre qu'il y aurait, comme Steve a dit, c'est la valeur ajoutée maintenant. Il y avait des activités et des actions qu'ils faisaient au jour le jour, qui n'ont plus besoin de faire. L'automatisation fait en sorte que ça simplifie leurs activités. Ils peuvent mettre plus d'attention vers la valeur ajoutée qu'ils peuvent donner aux clients reliés à nos services et produits. C'est quelque chose qui nous manquait. Alors, avec les nouveaux outils qu'on met en place, maintenant, ça aide à valoriser leur expertise. Est-ce qu'il y a eu nécessairement de la formation, j'imagine, pour dire, voici, dorénavant, vous avez pu à faire ceci, et là, vous allez pouvoir faire cela, ouvrir le champ des possibles. Qu'est-ce que ça demande comme préalable, dans le fond? Oui, pour nous, l'approche qu'on a prise, c'était à part développement avec la mise en place d'outils côté bibliothécaire, où on a emmené des bibliothécaires experts qui pouvaient travailler avec nous pour mettre en place l'outil. Et de là, ils faisaient partie de l'équipe du début pour comprendre comment ça changerait leur travail. Et ils deviennent les champions et championnes de cette activité-là avec le reste de leurs collègues. Alors, c'est un peu pour le développer de la base en montant versus des formations particulières ou l'imposer sur les gens. Donc, en ayant des gens qui réussissent à l'utiliser, qui font partie de leurs équipes, puis eux, après ça, sont un peu les vendeurs de l'expérience, puis ils peuvent ensuite démontrer
la différence qui se fait dans leur travail. Un exemple qu'on a mis en place où il y avait des activités particulières où il devait avoir 7 transactions où il y avait les méthodes de données étaient refaites à la fois avec nos anciens outils. Avec la transformation numérique, c'est tout automatisé. Donc maintenant, c'est fait une fois par les donateurs ou les maisons d'édition et c'est juste revu par nos bibliothécaires. Et eux peuvent ensuite mettre la valeur ajoutée à ces outils-là et aux collections. Donc, ils n'ont plus besoin de faire beaucoup d'interactions comme qu'ils le faisaient par le passé. Donc, ça leur donne plus de temps pour une attention particulière à nos clients. Ben c'est intéressant. Donc, Olivier, on le voit dans les métiers de l'information, dans les professions de l'information. On sent cette valeur ajoutée-là. Est-ce que vous le voyez dans d'autres secteurs? Est-ce qu'on peut l'observer comme ça dans d'autres secteurs où les gens adhèrent parce qu'ils voient qu'il y a un bénéfice c'est un bénéfice dans ta vie personnelle de pouvoir sentir que tu fais moins de choses répétitives puis que tu as une valeur ajoutée dans ce que tu peux faire? Ben absolument. Puis à peu près tout le monde veut bien faire son travail, veut bien servir les gens pour qui ils font ce qu'ils font. Et on le voit, on a un grand phénomène de pénurie de main-d'œuvre qui aujourd'hui est exacerbé, mais qui est présent depuis des années et des années. Et donc, dans les organisations, ça a commencé quand il y a eu des vagues de rationalisation, on en demande plus aux gens. Mais donc, en demandant plus aux gens, souvent, souvent ça a été au détriment du service qui était donné. Mais maintenant, les technologies permettent aux gens d'en faire plus et de revenir bien souvent, justement, à cette perception de dire, moi, j'amène de la valeur. J'amène de la valeur à mon client, j'amène de la valeur à mon collègue, j'amène de la valeur, en fait, à tout le monde. Et donc, ça, et ça revient justement à cette importance-là de bien positionner le pourquoi. C'est quoi le sens de la transformation? Ben, si le sens de la transformation, c'est de donner un meilleur service, ben, ça devient très engageant, beaucoup plus mobilisant pour l'ensemble des équipes et des parties prenantes de se lancer dans ces transformations-là. Ouais, mais c'est tellement vrai. Donc, d'être en mesure de dire ce pourquoi-là, c'est d'améliorer, par exemple, l'expérience du citoyen ou du client qui vient chez nous. Je regarde Steve qui fait oui de la tête. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi observé quand on peut mobiliser les gens autour d'un objectif commun? L'adhésion, même si on pleure quand la nouvelle solution, on les menace d'enlever la nouvelle solution, on sait qu'il peut y avoir certains freins à l'implanter. Donc, l'idée d'avoir un but commun, de se mobiliser autour de ce but-là, ça peut être un facilitateur, Steve? Oui, tout à fait. Ça va aider à favoriser cette transformation. Puis dans les organisations, à nouveau, dans lesquelles j'ai fait ces analyses de terrain, il y a une organisation dans laquelle le choix de recourir à des outils technologiques n'était pas guidé par une volonté de recourir à des outils technologiques. C'est de voir comment on pouvait améliorer les services qui étaient offerts aux citoyens. Et pour améliorer les services aux citoyens, on pouvait introduire des outils technologiques. Donc, il y a vraiment le but poursuivi par la transformation qui est importante. Et dans certains cas, il faut reconnaître aussi dans ce que j'ai pu observer que parfois on va s'engager dans une voie en pensant qu'on va avoir une solution, et une organisation s'est rendu compte que ça fonctionnait pas avec ses employés, que les décisions, les produits. J'essaie de rester le plus anonyme possible par rapport aux organisations, mais que le livrable qui ressortait n'était pas de qualité pour les professionnels de l'organisation ni pour ses usagers, et donc il était considéré qu'on mettait fin au projet. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel les organisations doivent être prêtes. Et parfois, dans les organisations publiques, on peut observer une difficulté à utiliser cette manière de fonctionner par essai-erreur. Et donc de se dire, on va essayer quelque chose, puis là, on se rend compte que ça ne marche pas. À nouveau, dans une organisation en particulier, dans un premier temps, on avait fait un inventaire de qu'est-ce que l'IA peut faire à l'intérieur de notre organisation. On a regardé tous les potentiels de l'IA pour dire, nous, on va aller sur ce qui ajoute de la valeur ajoutée à nos employés et à nos usagers. Donc, il y a différentes manières de sélectionner les outils. Mais c'est ça. Donc, on n'utilise pas la technologie pour utiliser la technologie. Olivier, vous y faisiez référence. Là, il faut que ça soit ancré dans des valeurs. Il faut que ça soit ancré dans notre organisation. Mais ce dont parle Steve, donc cette capacité de fonctionner par essai-erreur, Ève, je me dis, quand on est une plus petite organisation, on revient encore à la taille.
on n'a pas nécessairement le moyen de se tromper. Comment on fait pour se donner le droit à l'erreur? Donc, cet essai-erreur-là, de trouver la bonne façon d'aller rejoindre nos citoyens, de pouvoir bien les accompagner dans leurs choix, de bien accompagner nos équipes, mais sans se tromper trop. Oui, ben c'est sûr qu'avec la technologie, là, on est toujours avec les moyens. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais c'est certain, par contre, qu'il y a une agilité qu'on va observer dans nos petites bibliothèques. Nos petites bibliothèques, on pourra aller faire de l'essai-erreur beaucoup plus facilement. Ils servent de modèle pour les plus grands? Ça peut servir de modèle pour les plus grands. Oui, tout à fait. On a des très beaux, on a des beaux programmes qui sont issus de petites bibliothèques parce que justement, elles ont tenté le coup, puis elles ont essayé des choses, puis ça a bien réussi. Puis ben par la suite, d'autres bibliothèques vont s'en inspirer. Donc ça, c'est certain qu'il y a une agilité qui est là du côté des petites bibliothèques, des plus petites organisations en fait, qui vont faire en sorte que c'est beaucoup plus facile de venir tester et de venir mobiliser le personnel. Donc ça, assurément. Olivier, on parle donc de petites, de grandes organisations publiques, privées. On cherche souvent des modèles pour s'inspirer. Est-ce qu'il y a une organisation qui vous inspire dans sa façon de s'être transformée, d'avoir accompagné les gens, de n'avoir laissé personne derrière? Ben, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a une qui est très près de nous, qui est Desjardins, en fait. Qui est une entreprise qui s'est beaucoup transformée au fil des années. On le voit, je pense, comme client. Oui. Les gens que je connais qui travaillent chez Desjardins le sentent aussi comme organisation. Donc, autant au niveau de leurs outils, de leur culture, de leur processus, c'est vraiment une organisation qui s'est améliorée. Et quand on pense même à leur manière d'innover, tu sais, il y a un exemple qui est un exemple mondial, qui est le coopératon que Desjardins organise année après année. Donc, un principe d'open innovation, donc d'emmener des startups à venir travailler avec et dans l'écosystème de Desjardins pour ensuite de ça être capable de prendre ces innovations-là et d'influencer la culture de l'entreprise, mais aussi de se permettre d'avoir accès à des solutions qui vont être innovantes. Et ça, je pense que c'est un exemple aussi de concret d'open innovation que plein d'organisations auraient avantage à adopter. Parce que c'est une manière pour les très grandes organisations d'innover. Parce qu'il y a toujours une question de risque, il y a toujours une question de complexité que les startups n'ont pas. Donc, d'aller chercher des startups, venez travailler avec nous pendant une certaine période de temps, ça peut avoir énormément d'impact. Mais c'est intéressant parce que vous parlez d'innovation ouverte. On prend souvent la technologie comme un différenciateur, hein, quelque chose qui va faire en sorte que notre offre, notre expérience va être différente. Donc, de le faire de façon ouverte, de le faire en communauté, ça demande là aussi un changement d'état d'esprit complètement complet. Ben absolument. C'est de voir et d'accepter qu'en fait, au sein même de notre organisation, on peut ne pas avoir toutes les réponses. Et on n'a sûrement pas toutes les réponses parce que la difficulté à changer pour une organisation, oui, il y a la taille, mais il y a surtout, vous parlez d'héritage, c'est cet héritage-là. Une organisation, ça a un héritage, ça a une histoire, on a une manière de faire. Et donc, on a des paradigmes, on a des dogmes même qu'on s'est érigés. Donc, comment est-ce qu'on les brise? Ben, en ouvrant la porte puis en laissant d'autres mondes venir nous parler puis nous challenger, en fait, dans ce qu'on fait puis dans notre perception. Est-ce que vous avez fait ça, Sylvain, à BAC, donc d'être en mesure de vous inspirer de ce qui se passait ailleurs, mais aussi de laisser entrer des gens à l'intérieur pour venir vous brasser les puces un peu? Oui, il y a de s'inspirer ce qui se fait ailleurs. Et à l'inverse, ce qu'on fait ici à BAC, on doit s'assurer de le partager ailleurs. Ah, c'est ça. Parce que on a beaucoup de partenaires à travers le pays ou mondialement qui ont les mêmes défis qu'on a avec la gestion du contenu numérique côté bibliothèque et archivistique. Et on est une très petite communauté globalement. Alors, c'est très important de pouvoir le partager parce que ça soit de notre taille ou une plus petite bibliothèque, on a certains défis. C'est juste de mettre à différentes échelles. Donc, l'expérience d'une petite bibliothèque peut nous être très utile pour voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Dans le même concept, on fait peut-être quelque chose à une échelle à très haut volume à BAC, mais il y a des possibilités de le simplifier, de le rendre plus petit pour des archives ou des bibliothèques qui ont le même défi. Donc, c'est s'assurer d'avoir ce mode ouvert avec
les différents partenaires, et ça crée des ouvertures pour que les gens viennent ensuite dans notre organisation ou que nous, on aille chez eux pour parler de ces défis-là. Puis ça crée un niveau de confort, une compréhension sur les défis qui se posent dans nos organisations. Puis, dans le contexte aussi d'être membre de la fonction publique fédérale, on a aussi le devoir à aller le partager avec les différents ministères pour qu'eux comprennent nos défis quand ils doivent interagir avec nous, puis les défis technologiques qui vont faire en sorte que on va peut-être pouvoir simplifier les interactions avec nos clients, même dans ces ministères-là. Steve, je pense que Sylvain y fait référence, cette capacité de travailler, de briser les silos. Ça me semble être probablement un des plus grands défis des organismes publics qui travaillent chacun dans leur, chacun dans leur monde. Et comment on fait? Est-ce qu'il y a déjà des modèles d'États plus ouverts? Je sais qu'il y a l'Estonie là, qui est le modèle de tous, parce que eux sont partis d'une feuille blanche. Hein, ils n'ont pas eu le même héritage que d'autres. Que c'est sûr que quand on part d'une feuille blanche, c'est un peu plus simple. En tout cas, j'ai l'impression. Donc, comment on fait? Est-ce qu'il y a des États qui peuvent nous inspirer dans leur façon de collaborer, de partager les expériences technologiques pour faire en sorte que tout le monde adhère et que la culture change? Ce que je dirais par rapport à la recherche qui se mène dans ce domaine-là, c'est que il n'y a pas nécessairement un seul exemple qui pourrait s'appliquer à tout. Je dirais que ça va dépendre du secteur, du domaine d'action publique que l'on va regarder, où on va voir des acteurs qui peuvent être plus en avance que d'autres. Par contre, je voudrais ramener un petit peu les spécificités du secteur public dans la discussion. On a eu plusieurs échanges qui portaient sur les organisations, la comparaison avec le privé. Il faut pas oublier, puis ça j'ai pu l'observer à plusieurs reprises, c'est que la vitesse de déploiement, d'introduction de solutions d'intelligence artificielle est ralentie dans le secteur public par rapport aux spécificités du secteur public, par rapport au cadre normatif, au cadre législatif qui encadre et structure, et y compris pour le mieux le développement de solutions d'intelligence artificielle. Parmi les freins, ce qui revient souvent, c'est l'encadrement par rapport au marché public qui sont lents, devoir faire des demandes au secrétariat du Conseil du Trésor pour pouvoir valider des projets d'innovation, c'est pas toujours facile au sein des organisations. Un deuxième élément, c'est la question, parce que quand on parle ce que j'ai regardé, c'est principalement de l'intelligence artificielle. Donc, quand on regarde de l'intelligence artificielle, on regarde des données. Oui, c'est ça. Qui peuvent être sensibles. Et donc, il y a la question du stockage des données. Dans certains cas, des organisations ont fait le choix d'aller avec des solutions open source pour être en mesure de gérer elles-mêmes les solutions. Alors, ça aurait été plus rapide de faire affaire avec de grandes sociétés américaines que je ne citerai pas, mais pour lesquelles les données pouvaient quitter le pays. Et un autre élément, c'est la question de l'expertise et des développeurs. Les échelles salariales dans le secteur public ne sont pas nécessairement comparables avec ce qui peut être offert dans le privé par rapport aux moyens qui sont demandés. Moi, je vous dirais, dans les recherches que j'ai réalisées, j'ai vu des spécialistes de données qui étaient passionnés par le secteur public et qui donc avaient vraiment une volonté de faire œuvre de mission pour développer des outils. Ce que j'ai vu aussi par rapport à des employés, puis ça je veux le mentionner quand on parlait de la taille, on a parfois mentionné des petites organisations. Il y a un exemple que j'ai pu observer d'une organisation qui est relativement modeste et dans laquelle un employé du service des TI a vraiment la passion pour l'intelligence artificielle. Et donc c'est lui qui était en mesure de convaincre d'abord son chef de service, qui s'est tourné du côté du secteur des affaires dans l'organisation pour dire est-ce qu'on essaye de développer quelque chose. Et la solution qu'ils ont mise en place, elle est unique au Canada aujourd'hui. Des grandes sociétés sont en train de regarder ça aussi en disant il y a quelque chose qui s'est fait, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que on est vraiment parti des besoins d'un service qui disait quelle est la plus-value que l'on peut ajouter grâce à une solution technologique pour améliorer quelque chose. Et donc on a vraiment développé une solution sur mesure autour de cet objectif.
Ben, c'est intéressant parce qu'on parle de la passion pour la mission, ce qui peut parfois mobiliser des gens dans le secteur public. C'est vrai aussi dans le secteur privé. Souvent, on choisit une entreprise, mais quand on décide d'aller travailler, par exemple, dans une bibliothèque publique, faut avoir la passion de la mission. Et on a ce défi-là de vouloir être novateur, de vouloir être en avant, de vouloir aussi laisser personne derrière. Parce que ça, on a parlé beaucoup des organisations de l'interne, mais une bibliothèque, c'est aussi un lieu d'alphabétisation, c'est un lieu d'alphabétisation numérique. C'est pour moi, en tout cas, un lieu pivot d'une société apprenante. Alors, comment on fait? Parce que on a parlé de toutes ces organisations qui, à un moment donné, ont eu comme du rattrapage à faire. Hein? On regarde l'état des lieux, puis là, on se dit, il faudrait investir, il faudrait se transformer. On parle pas de transformation numérique pour rien. On parle de transformation numérique parce que peut-être qu'on n'était pas numérique auparavant. Alors, comment on fait pour que dans un contexte de transformation numérique, on soit à même de dire que ça va être un processus d'amélioration continue dorénavant? Qu'à partir du moment où on aura réussi notre transformation numérique, qu'on puisse, après ça, ne laisser personne derrière, autant en avant que, autant devant nous que dans notre organisation, et qu'on puisse s'assurer qu'on évolue constamment, Ève. C'est une grande question, je le sais. C'est une énorme question, mais j'aurais le goût de nous ramener à la base, en fait, nous ramener, oui, on a des compétences techniques, des compétences technologiques que les employés doivent développer, mais aussi que les citoyens doivent développer, mais si on recule un petit peu, il reste encore un grand fossé, on oublie encore beaucoup de gens qui ont des lacunes en littératie, numératie. Tout à fait. Donc, avant d'aller plus loin, il est impératif, essentiel, d'avoir un chantier commun qui rallie tous les secteurs de la communauté, autant du côté social, communautaire, scolaire, le milieu de la santé, tous les acteurs, pour s'assurer qu'on ne laisse pas ces personnes-là derrière. C'est bien beau là, d'avoir accès à la technologie, les gens se sont appropriés relativement de la technologie. Mais il faut être capable quand même de pouvoir faire partie de la solution globale de la démocratie en étant certain d'avoir des citoyens qui ont des capacités, des compétences de littératie, numératie adéquates. Et il y a un grand rôle pour les bibliothèques dans ce contexte-là. Olivier, comment on fait pour pas être dans un mode où on a un cycle où on investit puis on veut vite, puis un cycle où on va, où on prend notre temps et pour qu'on puisse se mettre tout le monde dans un mode d'amélioration où on laisse personne derrière? Je pense qu'il faut développer le réflexe de constamment, on parlait d'amélioration continue, oui, mais de constamment vouloir évoluer, s'améliorer. Parce que on en parlait un peu avant, on a développé un concept qui s'appelle la dette transformationnelle. Et la dette transformationnelle, qui est la combinaison d'une dette culturelle, donc qui empêche les organisations de se développer de manière agile, puis qui fait en sorte qu'on a un gros legacy, un gros héritage technologique sur lequel on est obligé d'investir massivement. Maintenant, la solution à ça, elle est très simple, c'est de constamment, à chaque année, en faire un petit peu. Et donc, de faire des petits pas. Comme nos grands-parents, avant, ils économisaient tranquillement pas vite avant de s'acheter une maison ou d'acheter une voiture. C'est de faire la même chose pour nos organisations. Mais ça voudrait dire aussi qu'il faut voir nos investissements TI et nos investissements, je dirais, organisationnels autrement. Est-ce que ça demande pas de porter un regard différent dans la façon qu'on voit même la gestion de nos organisations? Je pense que oui, et c'est surtout, en fait, de développer notre agilité organisationnelle et de donner davantage de pouvoir aux équipes. Quand on donne davantage de pouvoir aux équipes, ça fait en sorte que eux sont plus près, souvent, des problématiques, sont plus près des clients. Et ensuite de ça, ils vont travailler eux autres mêmes, en fait, à faire évoluer l'entreprise. Peut-être même à des coûts beaucoup plus petits en bout de ligne, parce que qui dit dette dit taux d'intérêt. Donc, si on y travaille tranquillement, pas vite, des fois, on est capable de faire des prototypes qui vont être papier, de juste tester des choses, plutôt que d'être obligé d'arriver avec un gros bulldozer technologique puis un gros changement. J'aime beaucoup ça. C'est comme le partage de la responsabilité. Chaque personne est porteur du changement, mais ça demande une culture organisationnelle qui s'est adaptée à ça. Je me demande, à BAC, Sylvain, est-ce que c'est l'objectif que vous avez de faire porter dans le sens positif des choses, là, porter le changement
par tous les membres de l'équipe comme ça pour que ça soit un changement qui soit continu, que personne ne soit laissé derrière? En effet, c'est très bien dit. C'est un changement continu. Puis ça fait partie de développer et créer des organisations apprenantes. Puis dans la fonction publique, on met beaucoup d'emphase sur les organisations apprenantes, qui est une initiative collective, pas seulement l'organisation, mais à travers l'ensemble de la fonction publique. Donc, on doit travailler et on doit participer à l'élaboration du plan, le mettre en place, mais c'est vraiment de s'assurer que la transformation doit inclure les employés, les équipes, l'organisation. Puis on met en place une emphase sur les différentes composantes de la théorie reliée à l'organisation apprenante. Puis on l'utilise même dans notre organisation et dans l'administration canadienne. Donc, collaborer dans le développement de la culture d'apprentissage, employer avec intérêt dans un apprentissage continu. Donc, s'assurer que nos employés se commettent à cet apprentissage-là, puis les aider dans leur développement. Un leadership qui est axé sur l'avenir avec une vision commune. Maintenant, avec une vision commune sur notre transformation numérique, nos activités d'évolution des services. L'opportunité d'innovation, donc donner la flexibilité aux employés pour pouvoir faire ce travail et d'innover dans leur milieu de travail et trouver des opportunités pour qu'eux puissent le partager. Construire une vision à partager, le travail qu'on fait avec Vision 2030. Et aussi un apprentissage en équipe pour définir nos approches. Ça aide à assurer une organisation qui est apprenante, mais ça aide à renforcer les messages qu'on a toute une responsabilité dans le travail qu'on fait, que ce soit dans nos activités régulières ou bien dans la transformation numérique qui est à avoir un impact. Ben, exactement. Est-ce que, Steve, on peut créer des organisations apprenantes pour faire en sorte qu'on devienne éventuellement une société apprenante? L'État a un rôle à jouer, l'État modèle peut-être? Oui, mais effectivement, l'État a un rôle à jouer à ce sujet. Et quand on regarde la logique des organisations apprenantes, surtout par rapport au TI et à l'intelligence artificielle, il y a la question de la rapidité qu'on doit prendre en considération, parce que il va falloir s'adapter, donc déjà embarquer dans la transformation numérique, mais également anticiper les prochains changements. Oui, c'est ça. Qui arrivent ou qui sont déjà là, parce qu'on peut développer une solution d'intelligence artificielle aujourd'hui qui va être obsolète dans 3-4 ans, et donc il faut déjà avoir envisagé des nouvelles, des transitions, des transformations. Et ce que je dirais peut-être en conclusion par rapport aux points qui ont été soulevés souvent sur la place des citoyens et des usagers, c'est que une organisation apprenante, c'est aussi une organisation qui va être en mesure de bien réfléchir à la manière dont on va offrir des services publics en fonction des usagers et des caractéristiques des usagers. Je pense à des outils technologiques très différents entre une borne libre-service et une application. Ça ne rejoint pas la même population. Ça ne répond pas aux mêmes besoins, mais dans certains cas, ça va être très utile pour certaines catégories de la population et moins utile pour d'autres. Donc, il faut que les organisations publiques continuent à faire ce qu'elles ont souvent été amenées à faire, c'est à s'adapter aux différentes attentes, aux différents besoins, aux différents moyens et compétences de ces usagers. Ben, je pense, sur ces sages paroles, qu'on va conclure en se disant que on peut chacun contribuer. Moi, je retiens ça aussi. On va partager l'innovation tout le monde ensemble. On va devenir comme ça une société innovante, mais aussi une société apprenante parce que on ne laissera personne derrière, parce qu'on va avoir formé, on va avoir outillé les gens. Je pense que c'est un grand défi qu'on a collectivement, mais on a des outils pour être en mesure de relever ce défi-là. Alors, Ève Lagacé, Sylvain Bélanger, Steve Jacob, Olivier Laquinte, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir contribué à cette réflexion-là. Je dirais qu'il est encore une réflexion qui est encore qui va se poursuivre encore un peu. Alors, merci beaucoup.